Chers amis, chers auditeurs, chers spectateurs, bienvenue sur les éditions du Verbeau, la chaîne de votre maison d'édition préférée. François-Xavier Consoli, votre serviteur, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir monsieur David Engels. Monsieur Engels, bonjour. Bonjour, bonjour et merci bien pour l'invitation de parler de ce texte. Eh ben oui, aujourd'hui, nous allons parler de romans. Parce que, effectivement, on en parle assez peu. Il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'ouvrages qui sortent en permanence. Et pour une fois n'est pas coutume d'ailleurs, nous allons parler de romans. Parce que le roman, c'est difficile. Le roman, c'est compliqué. Je pense personnellement, c'est certainement le genre le plus difficile en termes de littérature, parce que précisément, il faut avoir quelque chose à dire et on est obligé de d'innover, on est obligé de faire preuve d'un certain style. Et aujourd'hui, je vous reçois, cher Monsieur Engels, pour le retour du roi. Alors, ça va faire plaisir aux amateurs de Tolkien, ça, hein. Le retour du roi. Alors, Absolument. à la lecture du roman, en plus je l'ai eu moi en version, même pas imprimée, hein, moi je l'ai eu en version, PDF, donc j'ai vraiment, j'ai feuilleté comme un espèce de vieux manuscrit, cette histoire parce qu'évidemment Le Retour du Roi, ça a parlé à mon cœur. Alors c'est un roman, on va essayer de le définir un petit peu avant toute chose. Moi, c'est un roman, c'est comme ça que je l'ai lu, en forme de voyage un peu mélancolique dans un univers européen, assez froid, assez morne, mais européen. Attention, on parle bien de l'Europe actuelle, on parle d'une Europe moderne dans le mauvais sens du terme, on parle d'une Europe managériale, managérialisée, on pourrait même dire, voilà, presque sur le point de disparaître, mais heureusement, hein, il ne s'agit pas non plus de se morfondre dans la torpeur et dans la mélancolie en permanence. Non, il y a, comme l'indique le titre, un espoir. Il y a un retour du roi. Mais on va voir ça, on va voir ça. Alors tout d'abord, cher Monsieur Engels, pourquoi le roman et pourquoi pas un essai justement? Oui, c'est une excellente question. Tout d'abord, merci de l'invitation. Comme je vous le disais tantôt en off, en fait, c'est la toute première fois que je parle de ce texte et vu que c'est mon premier roman, c'est donc d'un certain point de vue, alors que j'ai une certaine habitude quand même des médias ces dernières années, un peu stressant de parler pour la première fois d'un tout nouveau genre littéraire que j'ai essayé de m'ouvrir. Ben, pourquoi? Ben, tout d'abord, j'ai déjà écrit quand même tellement d'articles et de livres justement sur cette question européenne, sur cette question d'une identité qui disparaît tout doucement, d'une civilisation qui est en train de décliner, que l'idée d'adopter un autre format était vraiment très 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 intéressante pour moi. Et parce que bah, de plus en plus, cette tendance que nous avons du côté de la droite, si j'ose dire, de nous limiter à des essais, des critiques, des analyses pour expliquer que tout va mal quelque part et de tout le temps parler quelque part d'un idéal européen qui a à faire avec l'art, avec la littérature, la philosophie, la foi, l'espérance, etc., en faisant de l'essai seulement, me semblait un peu comme une contradiction en soi. Et dès lors, cette idée d'essayer d'adopter justement une forme littéraire artistique, non seulement descriptive, scientifique, mais artistique, pour justement y intégrer toute une série de nuances qu'on peut faire dans de la fiction et qu'on peut pas autant faire dans un texte d'analyse. Puis pour la petite histoire, ce texte a été écrit quand je travaillais pendant quelques mois pour le MCC, donc une institution hongroise basé à Bruxelles. Et là, en fait, on m'avait demandé, tiens, est-ce que tu pourrais pas écrire une fois un genre d'introduction au conservatisme pour les jeunes? Et j'ai dit non, bon, j'ai pas envie d'écrire ce livre-là. C'est sûr qu'il y a des gens qui devraient peut-être un jour l'écrire, mais moi, déjà le titre m'ennuyait personnellement un petit peu. Et j'ai dit, ok, je vais écrire un livre peut intéresser, j'espère, aussi des jeunes gens, leur montrer ce qu'est l'Europe selon moi, mais alors sous forme de roman et pas sous forme de petit essai. Et la MCC a très gracieusement dit très bonne idée, vas-y, on te fait confiance, t'as jamais encore écrit un roman, mais vas-y, essaye. Et c'est un peu ça la genèse un peu curieuse de ce texte que je tiens donc en main maintenant et où je suis très 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 curieux de savoir ce que pourrait en penser un lecteur.
Là, bon, alors évidemment, il y a un parti pris, puisque moi, je ne vais pas donner mon avis, je ne fais qu'interviewer, hein. Évidemment, je l'aime bien aimé, moi, ce roman, notamment la couverture aussi, qui est particulièrement belle, hein. Les auditeurs l'auront vu, puisque le visuel apparaîtra. Mais ouais, il y a quelque chose effectivement d'assez. J'ai horreur de ce mot, mais tant pis, on va le dire quand même. Il y a quelque chose d'un petit peu pédagogique, une espèce d'idée de vouloir emmener, pas par la peau du col, mais pas loin, en disant à l'Européen justement et aux plus jeunes. Mais bon, plus jeunes aujourd'hui, on a 25 ans et non toujours très jeunes en tout cas. Euh, Est-ce que il va de soi que ce roman, le David qui apparaît, le narrateur, c'est vous, mais est-ce qu'il y aurait pas peut-être un besoin aussi en tant que qu'intellectuel, en tant qu'essayiste, peut-être de vouloir présenter, vous l'avez dit, vous l'avez un peu esquissé déjà, mais vouloir présenter un petit peu cette Europe de façon un peu moins emmerdante, vous m'excuserez le terme, mais c'est ça, un peu moins emmerdante qu'un essai, si précisément on veut se libérer un petit peu du côté politique des choses, en présentant bah, la beauté de la culture européenne, la beauté de l'âme européenne uniquement pour ce qu'elle est, sans y mettre forcément une nécessité de transmission, de feu, une nécessité de préservation, etc. Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas assez de ça, de simplicité qui consiste à utiliser l'art pour ce qu'il est, histoire justement de transmettre, mais sans pour autant y coller l'étiquette politique? Le roman poursuit évidemment deux objectifs. D'un côté, vous en avez parlé, il y a l'aspect didactique, pédagogique, dont je ne sais pas totalement me défaire, enseignant depuis des années et des années. Mais je crois pouvoir oser dire que le livre est un peu plus un livre de fait assez personnel, dont j'ai essayé d'exorciser, de parler de toute une série de mes propres expériences de ces dernières années, justement aussi dans notre sphère, si on veut, dans la sphère de la droite européenne, avec ses hauts et ses bas, avec ses côtés touchants et parfois extrêmement embêtants, de voir justement cet immense mouvement qui est souvent très perdu par rapport au déclin d'une civilisation entière. Et donc, quelque part, ça traite aussi d'un certain sentiment d'attendrissement par rapport à ce combat, en même temps de pitié pour le fait que nous soyons tous très souvent désemparés par rapport à cette situation-là, mais que au final, ce qui nous unit dans cette grande déchéance que nous vivons tous les jours, que nous soyons quand même tous unis par cet amour pour notre civilisation, qui est toujours là en filigrane même derrière son déclin actuel. Et si ce livre pouvait aider des jeunes, mais aussi des autres lecteurs à se situer justement à l'intérieur de ce questionnement, hein. Que faire dans une civilisation en déclin et que faire quand on a cette motivation de changer quelque chose au fait et surtout venant plutôt d'un côté conservateur, ben, ce livre pourrait déjà aider. Mais je crois que surtout, il faut pas uniquement l'interpréter d'un point de vue politique, hein. Ce n'est pas, en tout cas, je ne l'ai pas écrit comme un essai déguisé en roman, mais il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup plus loin que un énième livre de critique culturelle. Mmh. Alors ça, c'est intéressant. On va rentrer dans le livre un petit peu sans trop déflorer parce que ce serait dommage. Mais il y a quand même un point que je veux évoquer avec vous, là, que vous avez un petit peu soulevé, que je trouve intéressant. Et il y a des années, d'aucuns qui nous suivent sauront de quelle radio, web radio je parle. Il y a des années, des camarades et moi avions déjà bien souligné le fait qu'effectivement, on va dire du côté de la droite, bon, appelons ça comme on veut, mais il y avait un problème de production culturelle. Effectivement, beaucoup d'essais, beaucoup de commentaires, beaucoup d'articles, c'est très bien, il en faut, mais il n'empêche, créer du roman, créer de la musique, créer de l'art, du cinéma, j'en parle même pas, à quel point c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est très difficile et surtout beaucoup, dans notre camp, entre guillemets, s'y refusent. S'y refusent parce que, bah, ils le laissent au camp d'en face.
Et c'est un peu dommage précisément parce que si on veut, justement des romans qui nous transportent, si on veut des choses qui nous parlent un peu, à notre cœur, à nos tripes et à notre âme, il faut aussi, s'y mettre. Il faut aussi écrire du roman, il faut aussi, produire de la musique. Ça, c'est très difficile. Comment, juste en quelques mots, pensez-vous qu'on pourrait, il s'agit pas de faire un bréviaire ou d'expliquer ce qu'il faudrait faire, mais comment se fait-il que, dans notre camp, entre guillemets, la culture passe un peu de côté? C'est une très bonne question. Je crois que, je crois que le conservateur, si on peut utiliser ce mot-là, a peut-être mieux intégré la tragique de notre civilisation européenne en fin de parcours que la gauche. La gauche, elle continue dans la déconstruction, dans la provocation un peu obsessionnelle, et puis elle jouit évidemment d'un vrai apparat de formation, de paiement, d'auto-encensement quelque part, de manière à ce qu'au fond, la gauche et le produit de l'art sans même remarquer que ça a cessé de l'art et que ça a cessé d'intéresser qui que ce soit. Au fond, c'est un genre de cadavre qui n'a pas vraiment réalisé qu'il était mort. Alors que du côté de la droite, je crois qu'on a très fortement réalisé cela. On a, on s'est rendu compte, ou en tout cas on a très bien intériorisé ce constat qu'on connaissait déjà dans les années 20, dans les années 30, que finalement la course à l'abstraction a tué l'art et que, je veux dire, si vous allez aller de l'académisme par le naturalisme ou l'impressionnisme, l'expressionnisme, finalement à l'art totalement abstrait avec des œuvres d'art comme Malevich, avec le carré blanc sur fond blanc, il est difficile d'aller plus loin, quelque part, sans juste retourner 100, 200, 300 années en retour, mais il est difficile d'éviter de faire du pastiche quelque part. Et personne ne veut évidemment faire du pastiche. Tout le monde se dit, ouais, ben voilà, mais si je peins comme ça ou comme ça, ben ce sera dans le style de, ça manquera d'originalité. Et beaucoup de gens, je crois, ont finalement peur de cela. Et puis, il faut quand même dire aussi, donc il y a, je crois, une certaine réalisation de ce problème-là, qu'on voit d'ailleurs même chez des grands artistes. Je veux dire, si vous prenez, je ne sais pas, des compositeurs comme Arvo Pärt, ce n'est pas par hasard qu'il retourne à la musique grégorienne, que la boucle se boucle quelque part et qu'à la fin de l'art, ben, quelque part, on revient humblement au début. Et je crois que ça, c'est certainement un des problèmes. L'autre problème, c'est le fait que la droite est absolument gangrenée par la négativité, compréhensible, hein, la négativité liée au déclin d'une civilisation, à l'immigration de masse, à la laideur de nos villes, à la pauvreté de plus en plus criante des gens, à la surveillance électronique, enfin, tous désindustrialisant, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de choses un peu négatives qui se passent avec le déclin de la famille et la mort de la famille classique. Ben, c'est sûr, on est totalement dans la négativité, et même le fait de s'attaquer à ces problèmes-là, de dénoncer ce qui va mal, est utile, certes, mais on reste dans la négativité. Et comme je l'ai dit, je crois que je l'ai même dit dans mon roman, j'oublie peut-être déjà maintenant, mais que contrairement à la mathématique, quelque part, combiner deux fois moins ne donne pas nécessairement un plus. Quand il s'agit de lumière ou d'obscurité, hein, de doubler l'obscurité des uns par la nôtre, donc d'être dans la critique de la destruction des autres, ne fait pas de nous des gens qui vont construire. Et je crois qu'on peut vaincre l'obscurité que par la création et par la lumière. Et dès lors, l'analyse, certes, est importante, mais il faudra, tant bien que mal, essayer de produire du contenu positif. Oui, si le résultat est, comme Spengler l'avait annoncé d'ailleurs dans son déclin de l'Occident, si le résultat est un genre de néoclassicisme, où en effet on n'innove plus, mais plutôt on revient à quelque chose de ça, qui manquerait dès lors de totale originalité, mais qui a au moins l'avantage de revenir quelque part à une base solide. Il faudra peut-être un jour tout simplement l'accepter qu'on est à ce stade civilisationnel et que c'est soit ça, soit rien. Mmh. Ouais. Alors justement, essayons de rentrer un petit peu dans l'art avec votre livre, puisque
Ça démarre, j'aime bien la scène de début qui est grosso modo une engueulade, hein. Mais c'est bien, c'est une bonne introduction pour les gens qui ont un peu le sang chaud. Voilà, ça parle un peu. Donc il y a vous, bien sûr, et il y a votre interlocutrice qui vous dit à un moment donné, tous ces trucs et traditions dont vous parlez tout le temps, les gens comme toi, cela n'a amené que des misères à notre planète. Nous ne sommes que de dangereux parasites exploitant la nature. Nous détruisons tout sur notre passage, parce que nous ne pouvons pas, comme les autres animaux, respecter l'équilibre naturel. Et après, alors là, je m'arrête là au niveau de la lecture, mais évidemment, ça c'est bon art, quoi. C'est fabuleux parce que dans ces cas-là, bah, très bien. Mais alors dans ce cas, qu'est-ce que tu fais là? Puisque si tu n'es pas quand même, toi aussi, tu fais partie de l'espèce humaine, donc toi aussi tu es un parasite, donc suicide-toi directement. Pourquoi tu es des enfants? Pourquoi tu te maries? Et puis c'est réglé. Est-ce que justement, et après on va basculer sur le côté positif de la chose, est-ce que justement on est arrivé à un stade, en tout cas un seuil d'inconséquence, je dirais même plus idéologique, mais d'inconséquence de pensée, où beaucoup de gens qui se gargarisent d'être dans le camp du bien, de beaucoup de gens qui se gaussent de vouloir préserver la nature, notamment la nature. C'est-à-dire qu'ils veulent pas, la civilisation, ça les intéresse pas, mais ils veulent préserver la nature, tout en affirmant de notre côté qu'ils sont les principaux dangers, en tout cas les principaux prédateurs de cette nature. Est-ce que on est arrivé, d'après vous, là on est plus dans le côté observateur, certes, mais est-ce que ce roman est aussi ça? C'est aussi et un moyen de dire: «Regardez, vous êtes bien gentils, ce camp qui nous explique qu'il faut sauver telle et telle chose, mais vous vous désignez en permanence comme les ennemis de ce qui est à sauver». Oui, 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 tout à fait. Je dirais que dans le roman, on trouve toute une série de reproches habituels qu'on peut faire à la droite ou même à l'européen en tant que tel. Et j'essaie évidemment, parmi les différents personnages qui apparaissent dans ce roman-là, de montrer à la fois les réponses qu'on peut faire à cela, mais aussi forcément les limites qui sont inhérentes à notre camp. Parce que voilà, le camp de la droite est tout sauf homogène, forcément. Il y a de tout, il y a du meilleur ou du pire là-dedans. Donc c'est vraiment un écosystème extrêmement complexe que j'ai essayé de peindre là. C'est presque un genre de roman clé de la droite européenne, euh, qui est probablement un pari un peu bizarre d'écrire justement un roman sur la droite européenne tel que je l'ai vécu ces dernières années dans différents pays, mais en même temps, ça permet peut-être de prendre aussi un peu de distance par rapport à à la réalité purement idéologique, de voir tout ça d'un point de vue un peu plus vivant. Et c'est sûr que dans ce roman, il y a toute une série de personnages qui apparaissent, comme notamment la fille dans ce premier chapitre, mais aussi beaucoup d'autres, que ce soit des journalistes, des hommes politiques, etc., qui se trouvent dans un genre d'hypocrisie, peut-être même de contradiction entre d'un côté ce suicide, parce que c'est des positions qui sont fondamentalement suicidaires, même pas anti-européennes, mais finalement même anti-humaines d'un côté, bon, et puis d'un autre côté, évidemment, quand même une très grande, comment dire, une très grande arrogance, une très grande hypocrisie. On veut défendre la nature, mais alors pour ça, on prend l'avion. Il y a certains manifestants qui apparaissent dans le roman, qui font le voyage à Venise, notamment, juste pour manifester contre le vol en avion, alors qu'ils viennent de prendre eux-mêmes un avion. Bref, il y a évidemment un peu de cela. Mais j'ai essayé, vous me direz si c'est réussi ou pas, j'ai essayé d'aller quand même de loin au-delà des topos habituels des boomers qui se moquent un peu de la gauche, justement en essayant de ne pas rentrer dans quelque chose de trop, disons, de trop négatif, de trop dans la confrontation entre la méchante gauche dit ça et la droite omnisciente dit ceci ou cela, mais de plutôt dépeindre certains personnages, certaines ambiances, certaines ambiances de ville, surtout des villes que j'aime bien, dont j'ai essayé de montrer à la fois leur beauté, leur déchéance actuelle, l'ambiance que cette Europe en fin de parcours est en train d'exsuder d'un certain point de vue, donc de romancer, peut-être dans le meilleur sens du terme, j'espère en tout cas, cette ambiance de déclin pour montrer finalement que cette ambiance, certes un peu morbide, certes un peu décadente, euh, peut être vue aussi d'un point de vue artistique comme, ben voilà, comme les décadents de la fin du 19e siècle, qui avaient très bien réussi quelque part à donner un côté sombrement romantique à une Europe qui déjà à ce moment, ou
un ancien système, ancien régime, qui déjà à ce moment-là était en train de se dissoudre. Maintenant que nous avons été assez mornes et assez sombres, parlons, sans l'évoquer trop, mais parlons un peu de la fin, parlons un peu de la solution, de l'espoir. Il y a un feu quand même derrière tout ça, parce que si on n'a plus de feu, on s'arrête, voilà, on se couche et puis c'est terminé. Mais le titre, Le Retour du Roi, c'est-à-dire qu'un rêve ou nécessité? Parce qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, les amateurs d'un certain reporter à Houppette verront aussi qu'il y a des petites et c'est comme le petit Pousset, hein, il y a des petits trucs on va les reconnaître, hein, le royaume de Sildavie, tout ça. Et est-ce que, bah oui, Retour du roi, il y a beaucoup aussi de nécessité, il y a beaucoup dans le personnage principal, donc qui est vous, il y a aussi un retour aussi à la foi, il y a un retour à des fonds baptismaux en fait qui sont là, mais qu'on a peut-être un peu ignorés ou qu'on n'a pas vraiment réalisé pendant des années, des années. Est-ce que le retour du roi, est-ce que justement c'est à la fois on le voit dans ce roman qui est un petit peu la lumière au bout du tunnel, mais est-ce que d'un point de vue plus global, plus politique, c'est une possibilité? Oui, dans les limites du possible, moi étant fort influencé par Spengler, hein, je ne crois pas en un vrai retour aux origines, je ne crois pas qu'un jour on va vraiment pouvoir retrouver l'innocence et la pureté de la foi du Moyen Âge, par exemple. Je ne crois pas non plus que politiquement on puisse jamais retrouver un genre de Saint-Louis en tant que de Charlemagne en tant que chef d'État. Malheureusement, le retour au catholicisme, le retour à la vraie foi, je crois, pour pas mal de générations, restera un phénomène d'élite. Euh, c'est déjà ça, on devrait déjà être content finalement de cela. Et c'est sûr que c'est probablement plutôt les Trump de ce monde-là qui risquent de prendre tôt ou tard aussi le dessus sur l'Europe que véritablement une figure d'Aragorn à la Tolkien. Mais en effet, il y a de l'espoir dans ce texte, et il y a cet espoir d'un changement, il y a cette idée qui obnubile la droite depuis des années, qu'il faut un Deus ex machina de l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'intégrer un personnage de ce style-là, mais ce qui est évidemment, je crois, aussi révélateur, si j'ose dire, dans le texte, c'est que ce roi est évidemment une figure de projection de toute une série de personnes. Tout le monde voit dans ce roi, finalement, ce qu'il veut bien, reste dans un certain espoir permanent, dans le degré de réalisation, reste peut-être à venir dans un autre livre. Mais oui, il y a à la fois cet espoir évidemment d'un renouveau politique dans les limites du possible, mais plus important, et vous en parlez justement, c'est le fait de se rendre compte que notre civilisation, la civilisation européenne, la foi, elle est beaucoup plus que tout simplement des institutions, des statistiques économiques, des décisions, des lois, des parlements, etc. Mais c'est quelque chose qui surtout se passe à l'intérieur de nous et qui très probablement dans le futur va de moins en moins se manifester à l'extérieur, mais de plus en plus à l'intérieur de nous. Et que si nous voulons sauver justement cette civilisation, opérer ce retour du roi symbolique, c'est évidemment avant tout à nous de nous réapproprier cette civilisation, de revenir à notre foi, de revenir à une certaine esthétique européenne, de revenir à un grand oui à la tradition et d'essayer au moins dans notre petit cercle euh, familial, professionnel, etc., de le mettre en avant, avec tous les doutes que cela transporte. Vous aviez dit tantôt aussi que le personnage principal, forcément, est largement autobiographique, et je ne nierai pas, je crois que c'est évident, mais en même temps, j'ai essayé de lui donner aussi tous les doutes, toutes les incertitudes, oui, toutes les,
tous les points d'interrogation par rapport au futur qui m'animent moi-même et qui probablement sont le propre de beaucoup de lecteurs. Donc il n'y a pas de réponse simple, mais plutôt la volonté de faire partager un certain cheminement interne au lecteur pour qu'il comprenne qu'il n'est pas seul à se poser certaines questions, qu'il n'est pas seul à remarquer certaines contradictions civilisationnelles insolubles, qu'il n'est pas seul à se dire mais qu'est-ce qu'on peut encore faire dans cette civilisation en train de dépérir, et que en même temps les réponses ne sont pas toutes faites et ne sont jamais vraiment absolument simples. Alors précisément, bon, vous avez un peu mangé sur ma question suivante, mais c'est pas grave. Euh, Moi, je voudrais juste, en quelques mots, puisque vous l'avez dit, et je trouve ça très, très intéressant, puisque je pense qu'arrivé à un certain âge, n'importe quel homme, une femme d'ailleurs, mais je vais pas faire mon misogyne de base, mais je pense que c'est encore une question plus vraie du côté masculin. Est-ce que l'interrogation intérieure, un feu intérieur qu'on aurait peut-être perdu ou qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas, est-ce que ce retour au religieux, d'après vous, est nécessaire? Et donc, retour au religieux qui peut, bien évidemment, encore peut-être plus pour un Européen, passer par l'art. S'il y a un paquet d'auteurs, que ce soit des musiciens, que ce soit des sculpteurs, des artistes, qu'importe, qui ont eu le feu, justement, religieux, bah, c'est bien en Europe. Donc, est-ce que voilà, ce feu-là, ce religieux, est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que c'est pas justement la première chose à retrouver pour essayer de sauver les meubles? Sans doute, sans doute. Je veux dire, bon, on retourne évidemment très loin dans le passé. Il y a en tout cas, quand on regarde l'histoire de l'art, on nous dit très souvent, ou on parle souvent de grand art, quand certains artistes s'élèvent contre quelque chose, hein. On s'élève contre l'Église, contre l'État, contre l'inégalité sociale. Donc très souvent, on a une certaine idéalisation du héros tragique qui oppose son individualité personnelle contre un système. Et très souvent, l'histoire de l'art tente à valoriser cela. Je doute de plus en plus de cela, personnellement. Je vois pourquoi on puisse dire que telle et telle peinture romantique puisse être tragique et héroïque et impressionnante, sans doute. Mais de plus en plus, il me semble que ce chemin-là ait été le mauvais chemin et que, de fait, le seul vrai art est celui qui rapproche l'être humain de la transcendance. Et que cet art-là, oui, il peut avoir évidemment un côté tragique. Il suffit de regarder la vie des martyrs et de voir tout le combat intérieur des saints et de voir évidemment aussi toute une lutte contre des institutions qu'on peut trouver aussi au sein, évidemment de l'Église, mais que de l'art pour avoir véritablement un aspect positif, constructif, qui permet de rapprocher l'être humain de ce qui est essentiel, c'est-à-dire de la transcendance, cet art-là, en principe, il n'est pas individuel, il n'est pas génial dans le sens regardez, je suis le génie, je sais tout, etc. Donc ce culte de l'individu me semble personnellement de plus en plus incompréhensible et à fur et à mesure que j'évolue, parfois une œuvre d'art médiévale anonyme qui représente d'une manière tout à fait à la fois humble et pieuse un archétype de transcendance me paraît personnellement de plus en plus sain à tous les niveaux et de plus en plus bénéfique quelque part à l'être humain que tous ces grands gestes qui au final créent une distance entre l'individu sans créateur. Donc oui, retrouver ce feu artistique, mais toujours faut-il encore comment dire, l'utiliser à bon escient et ne pas l'utiliser dans une révolte finalement anti-transcendante, mais essayer de trouver avant tout un certain équilibre en soi-même, un certain repos dans le créateur et d'essayer de représenter justement dans l'art ces volontés absolues, des volontés ou des idées absolues qui peuvent être absolument qui
peuvent être déchirantes, comme une Pietà, par exemple, qui montrerait justement cette horreur que c'est pour une mère de tenir sur elle son fils crucifié. Donc, ça ne veut pas dire que l'art saint doit toujours être calme, harmonieux, etc. Mais à partir du moment où cela exprime une vraie réalité en lien avec la transcendance, elle est, je crois, infiniment supérieure à tout art qui serait uniquement de renommée ou quelque part concentré sur l'individu, oui. Ouais. Oui, malheureusement, le temps passe très vite, cher Monsieur Engels. Alors, dernière question pour clore cet entretien. Alors, c'est un petit peu bateau sur les réseaux et sur YouTube, mais tant pis, soyons malins, essayons d'être souples. Est-ce que vous pouvez me donner à moi, mais surtout aux auditeurs, cinq grandes œuvres, pardon, européennes qui, d'après vous, auraient justement ce feu, cette âme, qui, ben, quel que soit l'âge, hein, que ce soit jeune, que ce soit vieux, qu'importe, mais qui permettrait de toucher un petit peu ce dont on parle depuis le début, à savoir une certaine forme de transcendance et en même temps, eh ben, une nécessité de transmission, puisque comme l'implique, enfin comme l'indique votre livre et comme le sous-entend toute la sève du bouquin, il s'agit bien de transmettre un petit peu de beau, parce que nous sommes dans un monde de laideur, il s'agit de transmettre un petit peu de beau. Alors, cinq œuvres belles, justement. 5 œuvres belles, oui. Bah, j'en ai déjà parlé, hein, Tolkien. Hein. Je sais que certains le considéraient probablement pas comme de la haute littérature, même si je suis absolument opposé à ce point de vue. Donc Tolkien, évidemment, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou encore plutôt le Silmarillion que je préfère, même encore, qui je crois est vraiment une très 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 belle somme et synthèse, même involontaire, de ce qui rend notre civilisation si belle et intéressante. Et puis, oui, c'est une très vaste question qui est en même temps très, très personnelle sur ce que je lis moi-même ou ce que j'aime bien lire. Ben, moi, très souvent, je trouve beaucoup de consolation et de nouvelles inspirations dans Maître Eckhart dans les prédications, justement, sur le divin. M'inspire beaucoup et m'ont énormément amené à moi-même. Donc c'est certainement deux œuvres que je citerai. Sinon, oui, parmi l'immense. C'est très difficile, je trouve, de faire la part des choses, de ne pas juste nommer des œuvres qui décapent. On pourrait facilement parler de Dostoïevski, de Nietzsche, de Thomas Mann, etc., de toutes ces œuvres de Villiers de l'Isle-Adam, de toutes ces œuvres que j'aime beaucoup, mais qui en même temps représentent peut-être plutôt le côté sombre de notre nature. Un ouvrage qui m'a énormément accompagné, ça a été La montagne magique de Thomas Mann, qui montre très bien vraiment cette ambiance dans les années 10, dans les années 20, de cette, comment dire, difficulté de définir ce que c'est l'Europe. Est-ce qu'on va plutôt vers un certain humanisme? Est-ce qu'on va plutôt vers une transcendance? Donc c'est certainement quelque chose à recommander lourdement. Le déclin de l'Occident, forcément, d'Oswald Spengler, comme un ouvrage, certes, qui n'est pas un roman, mais qui en même temps transporte un immense amour pour le phénomène de la civilisation et qui, du moins en langue allemande, est très 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 bien écrit. La traduction française est évidemment beaucoup plus complexe. Et puis, je ne sais pas si on parle uniquement de littérature, mais si on parle d'autres œuvres d'art, De évidemment, tout, dans cinéma, la musique, musique. tout. Ah, ben Musique. voilà. Dans la bon, il reste plus qu'une seule, donc sinon je dois encore parler d'autres. Et Personnellement, peut-être plus positive, peut-être, moins sombre. l'œuvre de Bruckner, personnellement. Les symphonies d'Anton Bruckner qui m'accompagnent depuis très longtemps et qui sont un véritable manifeste de beauté chrétienne avec toute la, en même temps parfois toute la lourdeur germanique de la fin du 19e siècle et cette magistrale utilisation de l'art de la polyphonie même dans les symphonies. Donc voilà, un peu sans y réfléchir, si vous m'aviez posé la question
question avant, je vais probablement raconter quelque chose d'un peu plus, disons, systématique, mais voilà, au fur et à mesure de mes pensées, voilà, cinq noms, cinq œuvres d'art, cinq personnages qui m'ont, moi en tout cas, m'ont énormément apporté et je crois en bien, pas seulement dans la déconstruction, mais aussi dans la création de quelque chose de beau à sa manière. Mmh. Bah, c'est déjà pas mal de toute façon. En plus du vôtre, là, les auditeurs ont de quoi faire. Voilà. Alors, bah, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle le retour du roi. Ça sera à l'écran puisque la couverture vraiment est très bien choisie, hein. La couverture est très belle. Je la trouve belle et solennelle à la fois. Donc vraiment, c'était bien Merci choisi. beaucoup. C'est un artiste russe que j'ai découvert sur Facebook, comme quoi Facebook n'a pas que du mal, dont j'apprécie beaucoup les illustrations et qui très gentiment m'a donné la permission donc d'utiliser un de ses dessins comme couverture de ce texte. Donc, voilà. Et ben voilà. Donc, hein, donc je le rappelle, Le Retour du Roi, David Engels, c'est aux éditions du Verbeau avec un titre tolkienien, si je puis dire. Et j'espère que ça Absolument. plaira à nos auditeurs. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais n'oubliez pas, c'est important, vous mettez le petit j'aime, vous mettez le commentaire, vous l'envoyez ça à vos amis, à vos ennemis, qu'importe. Mais l'important, c'est de diffuser. Puis si on est attaché à la culture, eh ben, il s'agit de la diffuser, hein. Sinon, ça reste de la culture morte si elle reste dans son petit coin. Donc, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, chers auditeurs, et à la prochaine pour un nouvel entretien.